Je vous informe également qu'afin de souligner la Journée mondiale des sourds, qui se tient à chaque année en septembre, la période de questions d'aujourd'hui ainsi que la rubrique des motions sans préavis seront diffusées en langue des signes québécoise. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au député de Pontiac. Monsieur le Président, à l'automne, disait la ministre de la Santé, à l'automne, vous allez commencer à voir les effets. À l'automne, tout le personnel va être revenu et là, on va voir les effets. À l'automne, on devrait avoir résolu une bonne partie des situations difficiles. À l'automne, on veut que des situations comme ça disparaissent. Dans les CHSLD et les hôpitaux, on va voir les effets en septembre. Tout ça, c'est la ministre de la Santé qui le dit. Monsieur le Président, si vous avez remarqué, il commence à faire froid, les feuilles commencent à changer, l'automne est arrivé. Et aux dernières nouvelles, des résidents en CHSLD passent des journées complètes couchés à Shawinigan par manque de personnel. Des chirurgies en orthopédie, en bariatrie, en gynécologie sont annulées à Joliette par manque de personnel. Des patients passent plus de 100 heures sur les civières à l'urgence à Châteauguay et il y a 40 semaines d'attente pour une arthroplastie du genou à Valleyfield. On veut juste s'assurer, elle parlait bien de l'automne 2019. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, je parlais de l'automne 2019 et l'automne, ça dure jusqu'au 21 décembre. Alors, l'automne, on va commencer à voir des effets, l'automne 2019, des mesures qu'on a prises. Ma collègue, Marguerite Blais et moi-même, notamment en CHSLD et dans le milieu hospitalier, 200 millions de dollars, un investissement majeur pour ajouter du personnel. Et effectivement, les embauches ont débuté à la fin de l'été. On a affiché les postes et on a du personnel qui entre. On a investi cette année 280 millions en maintien à domicile. Et effectivement, la liste d'attente a diminué et il y a du personnel qui entre. C'est un défi, la main-d'œuvre, et nos établissements sont à pied d'œuvre pour embaucher du personnel. On commence à voir des résultats, mais, Monsieur le Président, les dommages qui ont été causés par l'ancien gouvernement, c'est des dommages qui vont prendre du temps à réparer. Alors, c'est ce que nous faisons, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, l'automne dernier, dans sa toute première entrevue, la ministre de la Santé avait dit « En 1 an, on verra l'accès élargi au CLSC et c'est les patients à l'urgence qui vont en bénéficier. » Mais ce matin, à l'hôpital de Granby, le taux d'occupation des civières, c'est 160 %. À Sorel, 194 %. À Bécomo, 240 % Et à l'hôpital général juif à Montréal, on ne sait pas comment, mais ils ont été obligés d'entasser 100 patients sur 53 civières. Ça devait être 90 minutes à l'urgence, pas 90 de plus. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, les mesures qu'on est en train de prendre pour la première ligne n'ont jamais été prises par l'ancien cycle. Jamais. Ce qu'on est en train de faire, là, de déployer les compétences des infirmières praticiennes spécialisées, de travailler avec nos pharmaciens pour qu'ils fassent davantage d'actes pour la population du Québec, de travailler sur le mode de rémunération des médecins de famille, qui va être une mesure qui va faire un impact très important sur le réseau, ça n'a jamais été fait. Ça fait des années que c'est fait dans les autres provinces du Canada. Ça n'a jamais été fait au Québec à cause de l'ancien gouvernement qui a été au pouvoir pendant des années. Nous allons renforcer la première ligne, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, la ministre avait promis d'abolir le temps supplémentaire obligatoire en 1 an. Elle avait promis d'élargir l'accès en CLSC les soirs et les fins de semaine en 1 an. Elle avait promis que dans les CHSLD, les hôpitaux, on sentirait les effets maintenant à l'automne. Elle avait même promis qu'il n'y aurait plus de bris de service en région, mais ça, c'était pas pour l'automne, c'était pour le printemps dernier et déjà 2 saisons en retard. Alors, pour tout le reste, est-ce qu'elle va être 2 saisons, 2 ans ou 2 éternités en retard? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, une chose, je peux vous assurer, Monsieur le Président, que nous, on ne prendra pas 15 ans pour le faire. S'il vous plaît. Nous, on ne prendra pas 15 ans pour le faire, Monsieur le Président. Nous, on a un héritage. Nous, on a à réparer le réseau. C'est une grosse tâche. Puis on salue les gens qui travaillent dans le réseau. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. J'ai fait le tour des régions cet été. Je suis allée dans beaucoup d'établissements. Et ce que je vois là, du personnel,
bien, ça m'impressionne, Monsieur le Président. Puis on va les aider. Puis c'est pour ça qu'on embauche. On va embaucher vraiment énormément de personnel, 200 millions dans les CHSLD, dans les hôpitaux, 280 en maintien à domicile, du jamais vu. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, c'est toujours la même chose avec la ministre de la Santé, même après 1 an en charge du ministère. Même si les résultats ne sont pas au rendez-vous pour les patients, ni aux urgences, ni en région, ni en CHSLD, la ministre, plutôt que de parler des actions spécifiques à venir, préfère blâmer le dernier gouvernement et la dernière réforme. Mais ça n'a pas toujours été le cas, Monsieur le Président, et je cite. « C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris connaissance des projets de loi 10 et 20. Concernant le premier, la fusion de plusieurs établissements dans un même territoire tel que je l'ai vécu a diminué les charges administratives et permis une meilleure fluidité des services. Ça, Monsieur le Président, c'est une lettre écrite au cours du dernier mandat, adressée au député de Lapinière, de la part de la ministre de la Santé. Monsieur le Président, je dépose la lettre et je demande à la ministre de la Santé, est-ce qu'elle est toujours d'accord avec elle-même? Consentement pour le dépôt du document. Consentement, Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, j'aimerais bien prendre connaissance de la lettre en question. J'aimerais bien prendre connaissance de la lettre en question. Je dois vous avouer que je n'ai pas entendu de façon claire les propos de mon collègue député de Pontiac. Alors, j'aurais besoin d'avoir des précisions par rapport à cette lettre. C'est ce que je lui demande, Monsieur le Président. Première complémentaire, la parole n'appartient qu'au député de Pontiac. Monsieur le Président, c'est pas compliqué. Je vais la relire, la lettre, pour la ministre de la Santé. C'est elle qui l'a écrit. J'aurais espéré qu'elle s'en souvienne. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris connaissance des projets de loi 10 et 20. Concernant le premier, la fusion de plusieurs établissements dans un même territoire tel que je l'ai vécu a diminué les charges administratives et permis une meilleure fluidité des services. Je lui demande, maintenant qu'elle a eu du temps pour y penser, est-ce qu'elle est toujours d'accord avec elle-même? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le Président, j'aimerais bien comprendre le contexte de cette lettre. Monsieur le Président, c'est certainement pas comme ministre de la Santé que j'ai écrit cette lettre. Et, eh bien, merci. Évitez de vous interpeller, s'il vous plaît. Oui. Bien, Monsieur le Président, j'étais à ce moment-là dans un autre contexte, puis effectivement, je vois bien, oui, que j'ai écrit cette lettre au député de Lapinière. Je le reconnais, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire. Monsieur le député de Pontiac, je vous demande d'éviter de vous interpeller, de laisser la parole à celui qui la possède. C'est le député de Pontiac, en l'occurrence, maintenant. Bon. Monsieur le Président, on a établi que c'est sa lettre. En 2015, elle disait qu'elle aimait la dernière réforme. Maintenant, elle nous dit le contraire. Elle nous avait aussi dit, en 2018, qu'elle allait abolir le temps supplémentaire obligatoire en 1 an. Vu que ce n'est pas fait, on se demande si version 2019 va être différente. En 2018, elle nous a dit qu'elle voulait augmenter le salaire des infirmières. Vu que c'est mal parti et que le premier ministre dit le contraire, j'espère qu'elle ne dira pas le contraire, elle aussi. Monsieur le Président, quelle édition de la ministre de la Santé on doit croire? L'édition 2015, 2018 ou 2019? S'il vous plaît, la réponse n'appartient qu'à la ministre de la Santé et des Services sociaux. Madame la ministre, à vous la parole. Monsieur le Président, cette lettre a été rédigée en 2014. Maintenant, je suis en mesure de voir les dommages de cette réforme qui a été faite en abolissant l'ensemble des postes de gestionnaires, qui a été faite en faisant des compressions budgétaires énormes, notamment 30 du budget de la santé publique. Monsieur le Président, en 2019, je dénonce vraiment la façon dont cette réforme a été faite aux dépens du personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Monsieur le Président. Bravo. Non, je m'excuse. Donc, on connaît les règles et je sais que vous les connaissez, mesdames et messieurs les députés. Alors, faisons en sorte de les respecter. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Pas de commentaires et évitez de vous interpeller. Monsieur le député de la Vallée-Rapide, vous êtes le seul à qui appartient la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La semaine dernière, nous avons assisté aux consultations concernant le projet de loi 34. C'est très rare de voir un projet de loi qui fait autant l'unanimité contre lui. Le journaliste de Radio-Canada, Sébastien Bovet, disait hier matin, je cite, « Je n'ai jamais vu ça. En 15 ans d'expérience à l'Assemblée, un projet de loi être autant critiqué. La CAQ avait promis de rembourser les troubles perçus des Québécois, mais ce projet de loi fait exactement le contraire. » C'est Michel Girard du Journal de Montréal qui disait en fin de semaine
que l'explication du ministre pour nous vendre son projet de loi était un calcul tordu. Si on se fie plutôt au Conseil de la transformation alimentaire du Québec, qui dit, et je cite, « L'objectif du projet de loi 34 était de rembourser les trop-perçus par Hydro-Québec. À notre avis, ce ne sera vraisemblablement pas le cas. » Pourquoi le ministre a-t-il déposé un projet de loi qui ne remboursera pas les trop-perçus, comme sa formation politique s'était engagée à le faire? Monsieur le leader du gouvernement. Oui, merci, Monsieur le Président. En remplacement de mon collègue qui est en mission à l'international, Monsieur le Président, le ministre de l'Énergie a déposé le projet de loi numéro 34 justement pour s'assurer que les écarts de rendement soient résorbés. Et je pense que la semaine dernière, lors des consultations particulière qu'il y a eu lieu à l'Assemblée nationale. Ça a été l'occasion pour de nombreux groupes de s'exprimer et également de la part de mon collègue d'exprimer la volonté du gouvernement du Québec qu'il y ait un retour dans la poche des Québécois. Et c'est l'objectif du projet de loi 34 et surtout de s'assurer de faire en sorte qu'il y ait de la prévisibilité, à la fois pour les consommateurs québécois, mais à la fois également pour Hydro-Québec. Et une chose qui est sûre, Monsieur le Président, c'est que durant des années, en fait, je devrais dire durant les années libérales, Monsieur le Président, Hydro-Québec a surfacturé les clients. Nous venons mettre en place un mécanisme qui va faire en sorte que ce genre de situation-là ne se reproduise plus. Au moment où le Parti libéral est au gouvernement, Monsieur le Président, c'était le temps d'agir. Ils n'ont pas agi. Nous, de façon responsable, ce que nous faisons, nous déposons un projet de loi pour corriger cette situation. J'espère que le député de Laval-des-Rapides reconnaît que nous posons des gestes dans l'intérêt des Québécois. Première complémentaire, et la parole n'appartient qu'au député de Laval-des-Rapides. Monsieur le député. L'autre aspect du projet de loi est celui de retirer des obligations à Hydro-Québec devant la Régie de l'énergie. Et là encore, c'est l'unanimité contre le ministre. Les regroupements des consommateurs disent, et je cite, « On ne veut pas moins de régie, on veut plus de régie ». La FCEI dit que 80 % des entreprises représentées par celle-ci exige un plus grand contrôle de la Régie sur les activités d'Hydro-Québec. Le ministre peut-il nous expliquer pour quelles raisons il retire des pouvoirs à la Régie? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, lors des consultations particulières de la semaine dernière, mon collègue, le ministre de l'Énergie, a eu l'occasion d'expliquer qu'il était nécessaire de réformer avec le projet de loi 34 de façon à faire en sorte d'avoir des mécanismes qui vont combler l'écart de rendement. La résultante qu'il y a eu sous le gouvernement libéral, c'est qu'il y a eu des trop-perçus qui ont été facturés. Le gouvernement libéral aurait eu l'occasion d'agir alors qu'il était au gouvernement, mais il a décidé de faire le contraire et de nier cette réalité. Avec le projet de loi 34, on vient corriger cette situation et on vient s'assurer d'avoir de la prévisibilité à la fois pour les consommateurs québécois, mais également pour Hydro-Québec. Il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, on est dans l'action et qu'on corrige cette situation-là. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides, je vous demande de vous adresser à la présidence, bien sûr. Monsieur le Président, le ministre nous parle que ce projet de loi est à l'intérêt des Québécois, mais le ministre n'est pas capable d'expliquer pour qui ou pourquoi son projet de loi est bénéfique. Les associations de consommateurs disent qu'à terme, il n'y aura pas de remboursement. Les associations d'entreprises veulent plus de contrôle de la part de la Régie. Seul Hydro-Québec est venu défendre son projet de loi. Donc, ce projet de loi est à l'avantage de qui? Si ce n'est pour les consommateurs ou pour les industriels, est seulement pour Hydro-Québec. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, la réforme, elle est faite au bénéfice des contribuables québécois. Avec le projet de loi 34, ce qu'on fait, c'est qu'il va y avoir de la prévisibilité et aussi de la transparence, ce qui n'était pas le cas auparavant. Monsieur le Président, à toutes les fois que le gouvernement tente d'amener des améliorations, de faire des réformes par le biais des projets de loi, le Parti libéral se concentre sur son immobilisme, fait en sorte de s'assurer que rien ne change au Québec et qu'on n'améliore pas les mécanismes. Je pense, Monsieur le Président, que mon collègue de l'Énergie a constaté une situation qui avait cours sous le gouvernement libéral et on vient corriger cette situation-là au bénéfice des contribuables québécois. Alors, le député de Laval-des-Rapides devrait saluer l'effort qui est fait par le gouvernement et par le ministre de l'Énergie. Question principale, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, on est en pleine semaine du climat. Il y a présentement le sommet de l'ONU à New York pour le climat. Il y a la grande marche qui s'en vient vendredi partout au Québec. Le secrétaire général de l'ONU appelle les élus à l'action concrète pour s'attaquer à la crise climatique. Et au Québec, vous savez, on a tout ce qu'il faut pour être des leaders mondiaux de l'énergie renouvelable, les champions de l'économie verte. Pourtant, on apprend ce matin que le gouvernement prévoit exclure des grands émetteurs industriels des efforts qui doivent être fournis par tous
pour réduire les émissions de GES. Par exemple, il y a des grands pollueurs qui n'auront aucun effort minimal à faire. Vous savez, ce n'est pas en excluant les grands pollueurs de leur responsabilité climatique qu'on va les aider à prendre le virage vert. Il y a plein de façons d'accompagner ces entreprises pour qu'elles réduisent leurs émissions de GES. Est-ce que le gouvernement va enfin tourner la page à une économie du passé et accompagner toutes les entreprises vers une économie verte, une vraie économie verte? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous nous sommes donné des outils, la Bourse du carbone, qui vise à nous aider d'atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre de 37,5 % en 2030. Et comment ça fonctionne? C'est que le plafond d'émissions descend dans le temps et le prix des émissions fluctue. Il y a eu un article ce matin. Il y avait plusieurs éléments justes dans cet article, mais pour ce qui est de véhiculer l'intention que nous voudrions exclure un secteur particulier, celui qui était nommé était notamment les cimenteries, cette affirmation est fausse. Première complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, savez-vous ce qui risque d'arriver avec la politique du gouvernement, Monsieur le Président, c'est que la facture climatique va être refilée aux contribuables, alors que tout le monde doit faire sa part. Le ministre nous parle des cimenteries, mais il y a d'autres secteurs industriels qui ont été nommés dans la nouvelle de ce matin. Est-ce que le ministre peut nous expliquer le 2 poids, 2 mesures? D'une part, les PME et les contribuables qui doivent faire leur part, puis deuxièmement, le passe-droit qui est fait à des grands industriels. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ça? Monsieur le ministre des Finances. Certainement, je peux vous expliquer ça, Monsieur le Président. Alors, il faut d'abord reconnaître que les industries, les grandes industries, depuis 1990, ont fait un effort. Les émissions sont en baisse de 23 %. Il faudrait reconnaître ça d'abord. D'autre part, nous leur demandons de continuer à réduire leurs émissions, mais puisqu'elles sont dans un monde de concurrence et que nos partenaires commerciaux, l'Ontario, l'Est des États-Unis, certaines juridictions mondiales ne tarifient pas le carbone, il faut bien sûr les aider. Et c'est pour ça que nous les aidons à faire face à cette tarification du carbone avec une allocation d'émissions qui décline dans le temps en fonction de nos objectifs. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. En tout cas, on apprend aujourd'hui que le gouvernement admet qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans la lutte contre la crise climatique. Maintenant, est-ce que le gouvernement, il est à l'étape de la consultation, il n'est pas trop tard pour changer son fusil d'épaule puis enfin passer au 21e siècle? Est-ce qu'il peut nous dire qu'il va revoir l'ensemble de sa réglementation pour exclure tous les grands émetteurs qui ont été exclus de la première réglementation et que tout le monde fasse sa part dans la lutte contre la crise climatique? Monsieur le ministre des Finances. Merci pour cette question. Alors, je vais vous expliquer comment la consultation fonctionne. Nous consultons les entreprises de septembre à décembre, consultation qui vise à leur faire part de la proposition que nous avons, de ce déclin du nombre d'allocations permises. Et ça a un impact pour les entreprises. Ça augmente le coût de polluer. Ensuite, il y aura un règlement en 2020 qui sera édicté et qui sera effectif en 2021. Pourquoi doit-il être effectif en 2021, Monsieur le Président? Parce que nous commençons à transiger à 3 ans à l'avance. Alors, nous parlons du plan d'action sur les changements climatiques 2024-2030, qui doit donc être effectif en 2021. Question principale, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, Québec solidaire a invité des jeunes qui se mobilisent cette semaine à poser ici à l'Assemblée nationale des questions au gouvernement sur l'enjeu des changements climatiques. Il y a Célestine, Frédéric et Cédric qui sont dans les tribunes avec nous et qui attendent des réponses de la part de leur gouvernement. D'abord, une question de Célestine, 17 ans, qui vient de Limoilou. Il y a quelques années, on a vu apparaître les premières manifestations monstres sur le climat au Québec. C'était avant Greta Thunberg, c'était avant les rapports chocs du GIEC. Les citoyens voulaient bloquer les projets de l'éoduc comme Énergie Est et ils sont parvenus à leurs objectifs. Aujourd'hui, Énergie Est a cédé sa place à un nouveau projet, étrangement similaire, qui fera son chemin d'Abitibi au Saguenay et qui défigurera les paysages dont nous sommes si fiers. GNL Québec n'est pas un projet durable, le gaz naturel n'est pas une énergie renouvelable. Les experts nous le disent, ce pipeline abolirait toutes les réductions de GES du Québec depuis 1990. Pourquoi les ministres de la CAQ n'écoutent-ils pas les sages conseils de ceux qui s'y connaissent mieux que lui?
Monsieur le ministre des Finances. Alors, GNL Québec. Oui, c'est un projet qui utiliserait plus de 10 % du gaz naturel du Canada. Et les émissions associées à ce projet, lorsqu'on regarde l'ensemble du projet, plus 7 millions de tonnes. Par contre, l'exportation de ce gaz naturel liquéfié réduirait les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et il y a plusieurs estimés, et je laisse le BAP évaluer ça, mais on parle entre moins 20 et moins 28 millions de tonnes. Alors, on a collectivement à faire la réflexion, est-ce que plus 7, moins 21, c'est positif pour la planète? Première complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Une question de Cédric, 19 ans, de Sillery. On apprenait ce matin que le gouvernement Kakis compte rembourser jusqu'à 3/4 les réductions d'émissions de gaz à effet de serre de grandes entreprises polluantes, telles que la cimenterie de Port-Daniel. On savait déjà que le gouvernement était contre le principe de pollueur-payeur, mais maintenant, il propose carrément de payer les pollueurs. Est-ce que le gouvernement peut nous dire pourquoi il préfère être conciliant avec les plus gros pollueurs plutôt que de se réconcilier avec nous, la jeunesse du Québec? Monsieur le ministre des Finances. Merci pour la question. Alors, pourquoi il faut aider les entreprises à réduire leurs émissions? Parce qu'elles sont en compétition avec d'autres entreprises dans une économie mondiale. Le Québec est une économie ouverte et nos entreprises qui paient des impôts, emploient des travailleurs, permettent de s'offrir des services en santé, en éducation, en transport. Nous avons besoin de ces entreprises. Alors, les émissions de gaz à effet de serre du Québec, réduction totale d'approximativement 10 % depuis 1990. Nous avons des objectifs 37,5 % d'ici 2030. Il faut faire des efforts supplémentaires. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Une question de Frédéric, 17 ans, de Limoilou. Dans plusieurs pays du monde, comme les Pays-Bas et les Philippines, il y a des jeunes qui poursuivent leur gouvernement pour avoir droit à un environnement sain. Au Canada, la poursuite a été refusée, mais la question qu'elle soulève reste intéressante. Moi, c'est Frédéric qui parle, j'ai grandi à Beauport et je veux que le ministre des Transports me dise qu'est-ce qu'il veut me léguer? Un réseau de transport écologique et durable qui répond à mes besoins ou des projets dommageables dont je n'ai pas besoin, comme son projet de troisième lien? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, dans notre politique de mobilité durable, nous devons donner à 70 % de la population 4 modèles de transport, que ce soit le tramway, que ce soit le train, que ce soit le vélo, que ce soit le bus ou même les trottinettes. Dans le cadre de la construction de ce tunnel Québec-Lévis, je l'ai mentionné maintes et maintes fois, il y aura du transport collectif. Du transport collectif où nous bouclerons donc cette boucle de transport entre le réseau de Lévis et le réseau structurant de Québec avec des connexions à l'est et à l'ouest. Donc, je peux leur assurer une chose. On a de multiples projets pour le transport collectif au Québec, de multiples projets pour les tramways de Québec, le tramway à Montréal, celui de Gatineau, celui dans l'est de la ville et même dans l'ouest de la ville de Montréal. Question principale, Madame la députée de Verdun. Monsieur le Président, le 2 mai dernier, j'ai fait adopter à l'unanimité par cette Assemblée une motion demandant au gouvernement d'exiger aux ministères et aux organismes de concentrer leurs dépenses publicitaires vers les entreprises de presse du Québec. Lors d'un échange, la ministre de la Culture m'a répondu que nous pourrions, commencer à être exemplaires et à encourager nos propres médias. Enfin, j'ai été entendue, j'étais encouragée, la ministre et le gouvernement étaient d'accord avec ma proposition. Voilà quelque chose qui se règle vite, qui peut faire la différence. Eh bien, après 5 mois, on attend encore un mouvement, même un soubresaut de la ministre de la Culture sur ce sujet. 5 mois d'inaction. La ministre a voté pour cette motion-là et depuis, rien. Qu'attend la ministre et son gouvernement pour émettre enfin une directive claire? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais rassurer tout de suite ma collègue de Verdun. Nous agissons. Je sais qu'elle a fait des demandes d'accès à l'information et dans ces demandes, elle ne vous en parle pas parce que nous avons agi. Entre autres, j'ai aussi une lettre et vous allez me permettre de me citer parce que ça répond à la question de la collègue. J'écrivais au printemps dernier. Je sais que le député de la Pinière aussi aime beaucoup se citer à l'occasion. Donc, je me cite. J'écrivais au premier ministre au printemps dernier.
Monsieur le Premier ministre, je sollicite votre collaboration aujourd'hui afin de sensibiliser votre administration à l'importance d'investir un maximum de 4 % de ses dépenses en placements publicitaires dans les médias communautaires, conformément à l'énoncé de politique adopté par le gouvernement du Québec en 1995. Il est essentiel que nos ministères et nos organismes budgétaires gouvernementaux déploient les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif afin d'améliorer la situation actuelle et de contribuer en tant que gouvernement à l'avenir de ces médias. Cette lettre a été envoyée au Premier ministre, à tous mes collègues ministres et j'ai même réitéré ici, en cette Chambre, l'importance d'acheter québécois. Terminant. Première complémentaire, Madame la députée de Verdun. Monsieur le Président, émettre une directive, c'est une mesure facilement applicable, pas uniquement pour les médias communautaires, pour l'ensemble des médias. C'était ça, la motion que nous avons votée ici au Salon Bleu. Malgré la facilité, on n'avance pas, on recule. Les sociétés d'État continuent de dépenser des sommes importantes en publicité sur les plateformes comme Facebook, Google. Hydro-Québec a investi 325 000 $ à Google. Visiblement, le message ne passe pas, même après une motion à l'Assemblée nationale. Ça va prendre quoi? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Monsieur le Président, alors nous agissons. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai même réitéré ici, je sais que ça les dérange, j'ai même réitéré ici en Chambre l'importance d'acheter de la publicité dans nos médias québécois et quels qu'ils sont. On sait qu'actuellement, la presse écrite vit de grandes difficultés. Nous y travaillons. La commission parlementaire n'est toujours pas terminée, mais de notre côté, nous travaillons et arriverons avec des solutions pérennes, importantes, qui, je le souhaite ardemment, avec mon collègue de l'économie et des finances, parviendront à faire en sorte que nos médias écrits pourront passer à travers cette crise et faire en sorte que chaque citoyen à la grandeur du Québec ait droit à une information diversifiée et de qualité. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Verdun. Alors, j'ai fait une demande d'accès à l'information pour savoir si la ministre avait émis une directive ou un rappel auprès des ministres, pas pour le communautaire, pour l'ensemble des médias. La réponse, rien, nada, niet. D'ailleurs, je peux soumettre cette réponse. Je le répète, en pleine crise des médias, en pleine tempête, il n'y a pas de capitaine à bord. Pendant que nos médias peinent à survivre, que les employés sont incertains face à leur avenir, la ministre regarde la scène comme une spectatrice. C'est un triste spectacle. Consentement pour le dépôt du document. Consentement. Réponse, Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci. La députée nous parle de la crise des médias. Elle n'est pas arrivée hier. Et ce qui est assez particulier, en 2017, même s'il dit que la fuite des revenus publicitaires aux géants américains du Web comme Facebook et Google pourrait faire fermer des journaux, bien écoutez, bien ça, c'est le député de Robert Baldwin qui est juste là. Il leur a donné plus de 44 % de l'enveloppe publicitaire Web d'Épargne Placement Québec. Ça, c'est l'exemple des libéraux. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Les ministres de la Culture, en 2016, 10 % de son enveloppe est allée aux réseaux sociaux. En 2017, 12 % de son enveloppe. Ça, je parle des ministres de la Culture précédents. Il y en a eu 3 ou 4, je pense, en 4 ans et demi. Alors, uniquement lors de la dernière année de son mandat, le gouvernement libéral a augmenté Question principale. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, par courtoisie, j'ai laissé la ministre terminer ses réponses. Par contre, elle a lu une lettre lors de la réponse à la question principale. À vertu du règlement, j'aimerais qu'elle dépose la lettre devant l'Assemblée. Consentement pour le dépôt du document. Consentement. Consentement, c'est beau. Monsieur le député de Rimouski, à vous la question. Merci, Monsieur le Président. La qualité de vie de nos aînés, puis la dignité de nos aînés, puis des personnes lourdement handicapées dépend souvent des préposés qui sont là pour prendre soin d'eux autres. Puis il en manque. Il nous en manque, il en faut plus. Le gouvernement va les recruter à l'étranger, c'est une bonne affaire. Mais pour leur offrir des bonnes conditions pour qu'ils viennent ici, on va les mettre à l'échelon top, les meilleures conditions pour les emmener ici. Ce qu'on ne donne pas à des proposés qui viennent ici, qui commencent ici. Comment j'explique ça à mon monde? Comment j'explique ça à ce monde-là qui s'arrache le cœur sur le terrain, qui veulent prendre soin des aînés, qui veulent prendre soin des personnes handicapées? Comment je leur explique que quand tu arrives à l'étranger, on leur donne les bonnes conditions parce qu'on veut les avoir, mais qu'ici, si on veut rentrer dans le système, on n'a pas ces conditions-là. Ça va prendre des années à avoir les bonnes conditions. Le geste que le gouvernement a à faire, c'est de donner les mêmes conditions de travail à tout le monde, pour permettre aux gens de prendre soin de nos aînés, de prendre soin des personnes handicapées, de donner les mêmes conditions de salaire à tout le monde, des conditions de travail à tout le monde, qu'ils entrent dans le système. Est-ce que le gouvernement est prêt à faire ce geste? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux.
Oui, Monsieur le Président, merci pour la question de mon collègue. Ça me permet de clarifier quelque chose d'important. Quand on recrute à l'étranger, on demande que les préposés aux bénéficiaires aient 4 ans d'expérience, Monsieur le Président, ce qui les amène à l'échelon 5. Donc, c'est justifié de donner l'échelon 5. Mais, Monsieur le Président, et évidemment, on fait ça aussi parce qu'on veut avoir ces préposés aux bénéficiaires pour une période de 36 mois. Ce sont des règles au niveau fédéral qui sont demandées. Et on fait ça en dernier recours. Nous, on veut que ce soit les préposés aux bénéficiaires du Québec qui donnent les soins en grande majorité à nos personnes en CHSLD et même en maintien à domicile. Alors, évidemment, c'est une mesure de dernier recours pour nous aider. Mais pour les préposés du Québec, c'est équitable. Et évidemment, on se penche sur des mesures pour les attirer davantage, les bourses qu'on a offertes, 7 500 $ pour probablement 2 000 personnes, des formations en établissement, et on veut améliorer les conditions de travail de nos préposés aux bénéficiaires en diminuant leur charge de travail. Première complémentaire, Monsieur le député de Rimouski. Vous comprenez, on les veut, les gens de l'étranger qui vont venir prendre soin des aînés et des personnes handicapées. Si on les veut, il faut qu'ils viennent. Mais ils vont arriver avec l'échelon 5. Top. C'est ceux qui arrivent dans un nouveau pays. Ceux qui sont les autres préposés aux bénéficiaires qui vont à l'échelon 2, 3, ils vont les accueillir, ils vont même les accompagner, ils vont même les former, ces gens-là qui arrivent de l'extérieur. C'est pas une bonne idée de faire venir ces gens-là, de les amener à l'échelon 5, puis de pas donner à nos propres gens qui viennent, qui pourraient s'occuper de nos aînés, le même échelon, les mêmes conditions de travail. On les prend pour acquis. Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, c'est une question pertinente et je le sais que mon collègue de Rimouski est extrêmement sensible à la condition de vie à la fois des aînés, mais aussi du personnel. Par les années passées, on a coupé énormément dans le personnel sans regarder qu'il y avait une courbe accélérée du vieillissement de la population. Aujourd'hui, plus de 80 % des personnes hébergées dans nos CHSLD sont atteintes de maladies d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs majeurs. Ça prend des préposés aux bénéficiaires que nous allons respecter, que nous allons former. Nous devons leur donner des postes à temps complet, aussi des postes permanents. C'est fondamental pour les garder. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rimouski. Tout le monde veut les respecter, c'est correct, tout ça. Mais il y en a 2 tiers qui quittent après 5 ans les préposés aux bénéficiaires parce qu'ils en ont jusque-là. Il y en a 1 sur 4 à chaque année qui en a jusque-là qui part. Et ce que je leur dis, ce que je dis au monde, la meilleure façon de les respecter, c'est de leur donner des conditions de travail qui ont de l'allure. Et quand vous faites venir des gens de l'étranger pour leur donner des conditions de travail maximum, l'échelon 5, c'est parce que vous voyez bien que pour les attirer, il faut leur donner des bonnes conditions de travail. Faisons-le à tout le monde. Tout le monde qui va vouloir travailler, prendre soin de nos aînés. Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, le premier ministre du Québec a fait des aînés l'une des causes les plus importantes de son mandat. Nous sommes extrêmement conscients actuellement de la pénurie de main-d'œuvre. Vous le savez, il va y avoir des négociations à l'automne. Il faut avoir un peu de patience. Dans ces négociations-là, avec tout le personnel, le président du Conseil du Trésor est extrêmement ouvert, extrêmement accueillant pour faire en sorte que nous puissions avoir la rétention du personnel. C'est beau les former, c'est beau les avoir, mais c'est mieux de pouvoir les garder pour longtemps parce qu'on a besoin de ces préposés, on a besoin de les former. Si nous avons des personnes qui viennent de l'étranger, ils doivent recevoir un salaire équivalent. Question principale, Madame la députée de Marguerite-Bourgeoys. Merci, Monsieur le Président. Les organismes venant en aide aux femmes les plus vulnérables ont besoin d'une ministre de la Condition féminine engagée et combative. Les maisons d'hébergement pour femmes débordent. Les besoins sont criants et les ressources grandement insuffisantes. Cette année, c'est 15 000 femmes que la Fédération des maisons d'hébergement a dû refuser faute de place. 15 000 femmes que l'on a renvoyées dans les bras de leur agresseur ou à la rue. En 2017, le premier ministre actuel avait déclaré ici même « On a tous la responsabilité de protéger ces femmes. Ça pourrait être nos filles, nos sœurs. » Juste avant une mise à jour économique, est-ce que la ministre de la Condition féminine peut se lever devant ses collègues, leur parler de toutes ces femmes qui crient au secours et faire un réel effort pour leur redonner un peu d'espoir?
Madame la ministre de la Condition féminine. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. Évidemment, c'est une situation qui est excessivement préoccupante. C'est un dossier sur lequel on doit se pencher encore plus. Puis on a eu beaucoup de discussions, ma collègue et moi, sur le sujet. Des conditions qui ne sont pas acceptables, sur lesquelles on doit travailler, sur lesquelles nous travaillons, mais le changement ne se fera pas du jour au lendemain. Mais vous pouvez être assurés que j'interpelle mes collègues, j'interpelle les députés, j'interpelle les organismes aussi pour pouvoir arriver avec des plans d'action, arriver avec des moyens pour pouvoir enfin aider les femmes qui sont très vulnérables et très dans le besoin aussi. Merci. Première complémentaire, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Justement, l'expression du jour au lendemain, il y a une nuit entre le jour et le lendemain. Et on parle des femmes sans abri, des femmes qui couchent dehors, pas comme nous ce soir, des gens qui couchent dehors, des femmes itinérantes, des femmes violentées. J'ai rencontré la Fédération des maisons d'hébergement vendredi dernier et elles avaient rencontré au mois de juillet justement des gens du ministère de la Santé qui ont dit non, oubliez ça, pas avant le prochain mandat. Évidemment, vous voulez un prochain mandat. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, je remercie aussi ma collègue députée de Marguerite Bourgeois et je suis très, très sensible comme elle, comme ma collègue ministre de la Condition féminine, à la situation des femmes et aux besoins d'hébergement pour ces femmes en situation très, très vulnérable. On a donné cette année une augmentation majeure au niveau du programme du soutien aux organismes communautaires, 35 millions de dollars, Monsieur le Président. Et nous avons demandé aux régions de s'occuper davantage cette année des organismes qui ont moins de financement ou qui n'ont pas reçu de financement à date, qui sont éligibles. Et l'hébergement pour les femmes, notamment à Montréal et ailleurs, c'est vraiment un objectif de les aider cette année. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. 35 millions, Monsieur le Président, c'est 1/10 de leur demande, 1/10 du besoin d'augmentation de 350 millions pour le PESA. Mais ce qui me déconcerte, et je ne sais pas si décourager est un mot parlementaire, Monsieur le Président, mais je vais l'employer, vous m'arrêterez si ça ne l'est pas. Je suis vraiment découragée de voir que la ministre de la Condition féminine se lève rarement. Merci, vous vous êtes levée. Merci, vous vous êtes un petit peu mis le gros orteil à l'eau, comme on dit. Mais mon Dieu, qu'une ministre de la Condition féminine doit faire plus, Monsieur le Président, pour toutes ces femmes. Madame la ministre de la Condition féminine. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que le travail est important sur le terrain. Je pense que le travail est important auprès des organismes. Je pense que le travail est important auprès de mes collègues. Je ne pense pas qu'on puisse mesurer, évaluer le travail sur le nombre de fois qu'on se lève en chambre. Alors moi, ce que je veux faire, c'est donner des conditions aux femmes pour qu'on puisse remédier à cette problématique-là, mais c'est certainement pas sur le nombre de fois que je vais me lever que je vais évaluer mon travail. Merci. Question principale. Monsieur, s'il vous plaît, retenez vos commentaires. Monsieur le député de Darcy-McGee. Monsieur le Président, Kevin est mort seul sur un banc au Cabot Square à Montréal la semaine passée. On ne connaît même pas son nom de famille. Selon les travailleurs de la rue, c'est la 14e décès depuis la fermeture en décembre de l'abri, le Open Door. Cabot Square est le ground zero pour, entre autres, beaucoup de femmes inuites, souvent victimes de violences ou d'abus sexuels et sans abri. Kevin aussi avait des problèmes de dépendance et de santé mentale. Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que j'interpelle la ministre responsable des Affaires autochtones dans cette Chambre au sujet de Cabot Square. En mai dernier, j'ai dressé le sombre portrait. Sa réponse, et je la cite, « Le projet-là, Cabot Square, j'ai demandé à ma sous-ministre, on n'est pas au courant de ce dossier-là. » 14 morts, Monsieur le Président. Est-ce que la ministre est maintenant au courant? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, s'il vous plaît, la parole appartient à la ministre. S'il vous plaît. Monsieur le Président, la ministre des Affaires autochtones et moi-même avons des discussions régulières sur les besoins des nations autochtones. Et la situation au Square Cabot n'est pas étrangère à ces discussions-là. Nous sommes très préoccupés de ce qui se passe au Square Cabot à Montréal et on travaille activement au retour d'un nouveau centre de jour au Square Cabot à Montréal. D'ailleurs, j'ai croisé la mairesse de Montréal la semaine passée dans un événement et on se confirmait mutuellement
que nous devions travailler ensemble, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, à trouver une solution à cette problématique qui nous préoccupe énormément. Alors, nous travaillons ensemble et il y a une annonce qui va être faite dans des délais courts. Sur l'itinérance, d'ailleurs, on sait qu'on doit faire des efforts additionnels au niveau de l'itinérance, notamment à Montréal et notamment au niveau du square Cabot à Montréal. Mais je vous dirais, Monsieur le Président, que les besoins des nations autochtones en matière d'itinérance et en général, nous travaillons beaucoup avec ma collègue là-dessus. Première complémentaire, Monsieur le député de Darcy-McGee. Monsieur le ministre, le temps presse. Un des travailleurs de rue de Cabot Square a dit dans The Gazette, « It used to be old age would take people, but this year the dead are getting younger and younger. » La Ville de Montréal a confirmé son appui, déjà et clairement, pour une proposition détaillée pour réouvrir un abri près de Cabot Square. Depuis 2 mois, la ministre des Affaires autochtones est en possession d'une proposition claire et nette. Concrètement, est-ce que la ministre déléguée va faire quelque chose pour répondre à cette crise? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, je confirme que la mairesse de Montréal, le secrétariat aux affaires autochtones et les partenaires du milieu communautaire, nous allons soutenir les besoins particuliers de la Ville de Montréal en itinérance et la situation du Square Cabot est au centre de ces besoins. Alors, Monsieur le Président, c'est un dossier très important et nous allons agir dans ce dossier le plus rapidement possible parce que les personnes là, qui sont au Cabot Square ont besoin d'avoir un centre de jour adapté à leurs besoins pour prévenir justement des événements tragiques comme celui que nous avons vu récemment, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Darcy-McGee. Le Président, il y a un comité qui travaille sur ce dossier avec une chaise vide, la chaise de la ministre déléguée des Affaires autochtones. Le Open Door a accueilli quelques 150 personnes vulnérables chaque semaine, surtout issues des communautés autochtones. Le temps presse. L'hiver s'en vient. Y aurait-il d'autres qui vont mourir? Est-ce que la ministre va nous démontrer que chaque vie est aussi précieuse qu'un autre? Est-ce qu'elle va accorder, et c'est clair, les besoins, la somme de 400 000 demandée dans la proposition de Madame la ministre des délégués aux affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'entends des ah, des sourires, des rires. C'est vraiment intéressant. S'il vous plaît, Madame, de la parole. Oui. Monsieur s'il vous plaît, un instant, je vais vous demander le silence. Rapidement, Monsieur le leader du gouvernement, nous étions dans la réponse de la ministre. Monsieur le Président, je vous invite à rappeler que dans cette Assemblée, il faut faire preuve de décorum. Souvent, au cours de la présente période de questions, souvent les collègues d'en face du Parti libéral... Écoutez, Monsieur le Président, j'ai même pas besoin de le dire. Vous avez l'illustration complète de l'indiscipline du Parti libéral. Monsieur le leader du gouvernement, merci. Non, messieurs les leaders, je fais ce rappel moi-même. Je vous l'ai fait. Je vous l'ai fait à plusieurs reprises. Nous connaissons les règles. Je vous demande d'être prudent dans vos propos. Attendez, Monsieur le leader du gouvernement, je suis en train de parler, je suis debout et je prends la parole. Pas besoin de faire ces rappels continuellement. Vous les connaissez, les règles. Vous le savez. Je demande de la prudence à tous. Nous sommes en réponse. La parole appartient à la ministre déléguée aux Affaires autochtones. Je vous demande votre collaboration, prudence dans vos propos. Encore une fois, soyez attentifs et aux questions et aux réponses. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je crois que vous avez fait un rappel au règlement et vos indications étaient très claires. Très claires. Si on veut que ça fonctionne ici dans cette Chambre, il faut que tout le monde collabore. Alors, à partir du moment où vous faites un commentaire, un rappel au règlement, il faut que les députés d'en face respectent. Je pense qu'on est tous d'accord, on a tous entendu. Réponse de la ministre, s'il vous plaît. Complétez. Merci, Monsieur le Président. En fait, c'est un dossier qui est tellement important que, oui, j'y suis et j'en suis. Et la ministre de la Santé est avec moi sur ce dossier-là. J'ai essayé de faire comprendre à mon collègue de Darcy-McGee que mon rôle comme ministre, c'est d'intervenir auprès de tous mes collègues lorsqu'ils sont interpellés, et c'était un dossier de santé. Et aussitôt
qu'on m'a avisé de cette problématique. Nous avons commencé à travailler ensemble, moi et ma collègue. Question principale, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Je m'excuse, oui. Westmount-Saint-Louis, je ne l'oublie pas. Excusez-moi. Merci. L'enjeu des services offerts aux personnes sur le spectre de l'autisme me touche énormément et personnellement. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai fait une proposition à la commission parlementaire pour qu'on penche sur les services que leur sont offerts. Or, ce matin, nous apprenions une triste histoire, celle de Junior, un adulte autiste, et son atelier de travail. Junior a 35 ans, il est autiste et non-verbal sévère. Il a récemment appris qu'il ne pourra plus fréquenter son atelier parce qu'il a déménagé. Pour le gouvernement, ce n'est pas dans la bonne case. Ce jeune ne demande pas un nouveau service, il demande simplement de continuer à fréquenter un service qu'il utilise depuis des années, Monsieur le Président. Et pour des raisons bureaucratiques, il serait mis de côté. C'est inconcevable. Est-ce que le ministre délégué peut agir rapidement pour régler la situation de Junior? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de Westmount pour sa question. Et je sais que la cause lui tient très, très à cœur, et moi également. La distribution des services socio-professionnels est un point important dans les demandes des gens qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme, mais également la déficience intellectuelle et la déficience physique. C'est important et c'est inacceptable qu'un déménagement entraîne une perte de services. Cependant, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ces services doivent être distribués à travers la province du Québec. Donc, j'ai demandé à la sous-ministre de me donner une liste des services qui sont disponibles à travers la province du Québec par rapport aux besoins quant aux personnes avec troubles du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle et déficience physique. Et ensemble, on va travailler pour offrir ces services dans toutes les régions du Québec. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont sur ces listes d'attente, vous savez, dans la région du Centre-Sud. Donc, c'est pour ça que le déménagement a entraîné des difficultés pour cette personne-là. Mais c'est essentiel que ces services soient distribués à travers toute la province pour que tous nos citoyens aient ces services disponibles. Et oui, on s'occupe de cette situation le plus rapidement possible. Vous pouvez en être sûr. Cela met fin, s'il vous plaît, pas de nom, s'il vous plaît, pas de commentaires. Cela met fin à la période de questions-réponses orales. Je reconnais le leader de l'opposition officielle. Question de directive pour vous, Monsieur le Président, en vertu de l'article 4 de la loi sur l'Assemblée nationale, que vous connaissez très bien, qui se lit comme suit. L'Assemblée a un pouvoir de surveillance sur tout acte du gouvernement, de ses ministres et de ses organismes. Quelques instants, je ne serai pas long, Monsieur le Président, mais c'est une question fondamentale pour nous, à tout le moins de l'opposition officielle. Il est d'usage, Monsieur le Président, que le cabinet du leader nous informe de l'absence de certains ministres. Et je vais faire mes commentaires tout en respectant l'article 35.6 de notre règlement, ne vous en faites pas. Force est de constater, Monsieur le Président, que nous avons reçu ce matin à 8h16 une liste qui était prévue pour être définitive. Il y avait 4 absences. Il y a eu un amendement qui a été fait par la suite vers la fin de l'avant-midi à 11h20. Un autre ministre s'est ajouté, un 5e. Aujourd'hui, on constate que ce n'est pas 4, ce n'est pas 5, c'est 7 ministres qui ne sont pas là aujourd'hui à la période de questions, Monsieur le Président, près de 30 % du cabinet. J'aimerais, question directive, Monsieur le Président, que vous demandiez à ce que, comme il est d'usage clairement établi, pour que l'on puisse être efficace en cette Assemblée, si un jour il décide de présenter 30 % de ministres de moins, Monsieur le Président, pour répondre aux questions de l'opposition officielle et des autres oppositions, on ne peut pas fonctionner comme ça. Je vous demande votre collaboration pour... Merci. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, simplement vous dire qu'on transmet toujours la liste d'absence et je vous dirais, Monsieur le Président, que pour aujourd'hui, effectivement, il y a une erreur. La communication relativement au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles n'était pas présente dans la liste. Alors, je m'en excuse à mes collègues de l'opposition. Je vais faire les vérifications qui s'imposent, mais sachez que ce n'est pas une pratique qui est courante. On informe généralement l'opposition officielle des absences et, Monsieur le Président, je prends sur moi que ça ne se reproduira plus. Je comprends l'excuse. On a expliqué les faits. Comme tel, je demande la collaboration. Merci à tous. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci.